أبواب جهنم على البلد. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Sécurité renforcée à Tripoli par crainte de nouvelles attaques. 2 jours après le double attentat qui a fait 45 morts, Bahiya al-Hariri appelle à la tenue d'une journée nationale le 1er septembre. Le régime syrien donne son accord pour que les inspecteurs de l'ONU présents à Damas puissent enquêter sur un éventuel usage d'armes chimiques près de la capitale syrienne. Réunion des chefs d'état-major des grandes puissances occidentales demain sur la Syrie, alors que Barack Obama et David Cameron examinent de possibles réponses à apporter contre le régime syrien. Et à suivre également dans ce journal le procès du guide suprême des frères musulmans et de ses 2 principaux adjoints est ajourné en Égypte alors que celui de Hosni Moubarak a repris pour complicité de meurtre de manifestants. 2 jours après le double attentat qui a secoué Tripoli, l'armée libanaise multiplie ses patrouilles, craignant de nouvelles attaques dans la grande ville du Nord Liban. Des hommes armés en civil sont présents devant les mosquées, près de sièges de partis politiques, de maisons de députés et de dignitaires religieux. Des soldats à pied et des blindés circulent dans les rues. Toute voiture suspecte est arrêtée et fouillée. Selon les services de sécurité, le dernier bilan s'est alourdi à 45 morts et quelques 280 blessés sont toujours hospitalisés. Des équipes du Haut Comité de secours ont entamé leur travail sur le terrain pour évaluer les dégâts et verser des indemnisations aux sinistrés. Les proches des victimes ainsi que Dar el-Fatwa, des comités islamiques et des notables de la société civile vont recevoir les condoléances cet après-midi. Condamnée unanimement par la communauté internationale, l'attaque est la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile au Liban. Visite de solidarité à Tripoli de la députée de Saïda, Bahiya al-Hariri, à la tête d'une délégation, dont notamment le moufti de la ville, Salim Saoussan. Elle s'est d'abord rendue chez l'ancien directeur général des forces de sécurité intérieure, Ashraf Lifi, avant de visiter la mosquée As-Salam, une des 2 mosquées visées par l'attaque de vendredi. Bahiya al-Hariri a également effectué une tournée auprès des blessés dans les différents hôpitaux de la grande ville du Nord. Selon elle, ceux qui ont perpétré ces crimes visent le Liban et sa mission. La députée a salué le discours de la veille du chef de l'État, le qualifiant de grand citoyen dans le Grand Liban. Elle a dit espérer que Michel Sleiman appellera les Libanais à se solidariser le 1er septembre lors d'une journée nationale avec les habitants de Tripoli et de la banlieue sud de Beyrouth, elle aussi visée par 2 attentats à la voiture piégée ces dernières semaines. Le président Sleiman a reçu ce dimanche à Brabda le Premier ministre désigné Tamam Salam. Il a notamment été question de la formation du gouvernement. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de leur réunion. Et puis hier, le chef de l'État a appelé les Libanais à l'unité, invitant les leaders politiques à entamer un dialogue sans conditions préalables. Il a également exhorté les responsables à tenir le pays à l'écart des crises régionales et à respecter la déclaration de Brabda qui stipule, entre autres, la neutralité du Liban face aux développements régionaux. Michel Sleiman a par ailleurs souligné la nécessité de former un nouveau cabinet dans les plus brefs délais, ainsi que la reprise des séances de dialogue national. Il a enfin ordonné aux autorités militaires et sécuritaires de maximiser le niveau d'alerte. Lors de son homélie dominicale, le patriarche maronite a lui aussi condamné le double attentat de Tripoli, le qualifiant de criminel et de barbare. Selon Marbshara Botr-Serrahi, les responsables et les protagonistes libanais qui refusent de se mettre ensemble autour de la table de dialogue, qui bloquent la formation d'un gouvernement et paralysent le travail du Parlement, sont eux-mêmes responsables de la situation sécuritaire ainsi que de la prolifération des armes illégales. Le chef de l'église maronite a appelé les responsables libanais, au nom de leur conscience nationale, à accepter l'invitation du président Sleiman au dialogue et à la réconciliation nationale et à faciliter la formation d'un nouveau cabinet. Le régime syrien a donné son accord aux inspecteurs de l'ONU pour enquêter immédiatement sur les allégations d'usage d'armes chimiques près de Damas. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères. Une décision qui intervient alors que les Nations Unies ont dépêché sur place Angela Kane, la haute représentante de l'ONU pour le désarmement. L'équipe onusienne, constituée de 10 membres, va donc pouvoir enquêter sur les allégations d'usage d'armes chimiques dans la province de Damas, un accord qui entre en vigueur immédiatement.
Pendant ce temps, les échanges diplomatiques s'intensifient entre les capitales occidentales au sujet de la Syrie, amorçant sans doute un tournant stratégique. Barack Obama a ainsi contacté le Premier ministre britannique David Cameron pour parler de la marge de manœuvre des deux pays, en dehors du cadre des Nations Unies, si l'utilisation d'armes chimiques par le régime Assad est confirmée. Livraison d'armes ou frappes ciblées, le chef de la Maison-Blanche étudie la gamme des options militaires envisageables. Parallèlement, le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a indiqué que l'armée est prête à mener une série d'actions en Syrie si Barack Obama en prend la décision et ordonne certaines d'entre elles. La marine américaine a d'ailleurs renforcé sa présence en Méditerranée. Et puis une réunion des chefs d'état-major des grandes puissances occidentales, mais aussi de l'Arabie saoudite ou du Qatar, est prévue ce lundi en Jordanie. La Turquie plaide elle aussi pour la mise sur pied d'une action internationale. L'opposition syrienne, qui dénonce la frilosité de la communauté internationale, l'a clairement appelée à intervenir en Syrie. Je demande que le président américain Barack Obama, en tant que président du pays le plus puissant et présent sur la scène internationale, d'être responsable tant personnellement qu'au nom de son pays. J'exige la même attitude du président français François Hollande, du premier ministre britannique David Cameron et des chefs d'État arabes et du monde musulman. Le régime ment depuis le début de la révolution et nous ne nous attendons pas à ce qu'il arrive aujourd'hui à avouer qu'il est l'auteur de massacres de civils. Le dossier des armes chimiques a par ailleurs fait l'objet d'un entretien téléphonique exceptionnel entre John Kerry et son homologue syrien Walid El-Moallem jeudi dernier, au lendemain de l'attaque présumée au gaz toxique. Un responsable du département d'État a révélé que le chef de la diplomatie américaine avait téléphoné à Moallem pour lui signifier que si le régime syrien n'avait rien à cacher, il aurait dû autoriser un accès immédiat et sans entrave au site de l'attaque présumée. L'Iran, fidèle allié du régime syrien, a une nouvelle fois mis en garde Washington, assurant qu'il y aura de dures conséquences en cas d'intervention militaire américaine. Pour sa part, le front djihadiste Nusra, affilié à Al-Qaïda et qui combat le régime syrien, a promis de se venger sur les villages alaouites, communauté à laquelle appartient Bachar el-Assad. Le groupe radical a appelé les combattants à travers la Syrie à participer à cette vengeance après l'attaque chimique présumée menée mercredi près de Damas. Et alors que Damas et l'opposition continuent de s'accuser mutuellement d'avoir eu recours à des armes chimiques, l'ONG Médecins sans frontières a indiqué avoir reçu dans 3 hôpitaux de la capitale environ 3600 patients présentant des symptômes neurotoxiques pouvant attester de l'usage d'armes chimiques. 355 d'entre eux sont morts par la suite. Mais faute d'analyse scientifique, MSF ne s'avance pas sur la responsabilité de l'un ou l'autre camp. Le régime syrien a pour sa part versé une nouvelle pièce au dossier des armes chimiques en accusant les rebelles d'avoir fait usage de telles méthodes à Jobar, dans la périphérie de Damas, pour repousser une offensive de l'armée. Dans un instant, le discours historique de Martin Luther King contre la ségrégation à 50 ans. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et tout de suite le point sur les derniers développements en Égypte. Le procès de Hosni Moubarak pour complicité de meurtre a repris ce dimanche, tandis que celui des 3 principaux chefs des frères musulmans a lui été ajourné. Le calendrier judiciaire avait placé les 2 audiences le même jour. Libéré de prison la semaine dernière, puis assigné dans un hôpital militaire du Caire, l'ex-raïs égyptien, ses fils et plusieurs anciens responsables sont jugés en appel pour corruption et complicité de meurtre de centaines de manifestants en 2011. Dans un autre tribunal devait s'ouvrir le procès de Mohamed Badir, guide suprême des frères musulmans, et de 2 de ses principaux adjoints. Mais la justice égyptienne a décidé de l'ajourner au 29 octobre car les 3 responsables n'étaient pas présents pour des raisons de sécurité. Ils encourent la peine de mort pour incitation au meurtre et meurtre de 8 manifestants tués devant le QG des frères musulmans au Caire le 30 juin dernier. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, un car transportant des membres de l'armée de l'air yéménite a été la cible d'un attentat à la bombe à Sanaa, la capitale. Bilan 6 morts et 26 blessés. Le Yémen est en proie à l'instabilité depuis le soulèvement populaire contre le président Ali Abdallah Saleh en 2011 et les attentats se multiplient à travers le pays, notamment dans le sud où les attaques contre le personnel militaire sont fréquentes.
337 pêcheurs indiens ont été libérés par le Pakistan. Ils étaient emprisonnés à Karachi depuis plusieurs mois pour s'être aventurés dans les eaux territoriales de leurs voisins. Une libération interprétée comme un geste de bonne volonté en plein conflit au Cachemire. Un conflit qui a fait 5 morts de part et d'autre de la frontière depuis le début du mois d'août. L'Inde et le Pakistan arrêtent chaque année des dizaines de pêcheurs accusés de violer les frontières maritimes de l'autre. Et puis aux États-Unis, quelques 2000 pompiers continuent de combattre les flammes dans le nord-ouest du célèbre parc de Yosemite. C'est l'un des plus grands feux de forêt de l'histoire récente de la Californie. Ces flammes ont dévoré plus de 500 000 hectares de végétation en une semaine. L'incendie d'origine indéterminée a doublé de volume depuis jeudi. Le gouverneur de la Californie a déclaré l'état d'urgence pour San Francisco car les flammes menacent l'alimentation en eau et en électricité de la ville. Une vue imprenable sur Paris depuis le sommet de la Tour Saint-Jacques. Pour la première fois de son histoire, le monument est ouvert au public pour l'été. 300 marches pour arriver au sommet, soit 54 mètres au-dessus du sol. Une hauteur comparable à l'Arc de Triomphe, mais rien à voir avec la Tour Eiffel qui s'élève à 324 mètres. La tour offre un panorama tout aussi impressionnant, une vue à 360 degrés sur Paris. Le monument, qui a été rénové entre 2006 et 2009, est d'ordinaire fermé au public. 2 raisons à cela, le manque de personnel et la prudence de l'administration. À l'origine, la tour était placée sur le côté de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, un carrefour important de voies menant au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Explication. Pour comprendre ce qu'est cette curieuse tour toute seule en plein Paris, il faut remonter au tout début du XVIe siècle. Et imaginez que vous avez à l'emplacement où nous sommes une grande église qui remonte, elle, en gros au XIIIe siècle et qui n'a pas encore de clocher. Elle s'appelle à l'époque Saint-Jacques de la Boucherie. Donc il a été construit, financé par la confrérie des bouchers entre 1509 et 1522. Et puis, bon, ce clocher a fait évidemment l'admiration de tous. Et arrivé à la Révolution française, l'église, comme un certain nombre d'autres églises parisiennes qui étaient devenues un peu mal entretenues en fait, qui n'étaient pas en très bon état, il faut le reconnaître, a été vendue comme carrière de pierre, sous réserve qu'on ne touche pas à son clocher. Et c'est comme ça que ce clocher est resté tout seul, vieux clocher abandonné, sans son église qui avait entièrement disparu, et c'est comme ça que le clocher est parvenu jusqu'à nous. Pour monter, il faut quand même 300 marches, donc on a beau faire 2 escales, c'est quand même un peu fatigant, et puis les marches, elles sont vraiment en leur état initial, c'est-à-dire que, il faut toujours se rappeler, c'est un ancien clocher d'église, et donc elles sont hautes, dans un petit escalier qui fait 60 cm de large, avec ce qu'on appelle un giron qui est très fort, donc il faut de bonnes jambes, voilà. Une foule immense au pied du Lincoln Memorial, comme elle l'était il y a 50 ans lorsque Martin Luther King prononçait son célèbre discours « I have a dream », un discours historique contre la ségrégation. C'était le 28 août 1963. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Washington jusqu'à mercredi pour célébrer cet anniversaire avec, en point d'orgue, un discours très attendu de Barack Obama. Le fils de Martin Luther King, le révérend Al Sharpton ou encore le ministre de la Justice ont assisté aux festivités lancées hier. En souvenir de Martin Luther King, beaucoup d'intervenants ont souligné le fait que des aspects de son rêve américain ne sont toujours pas réalisés. L'emploi, la liberté et la justice sociale font partie de ces défis à relever et nombreux sont ceux qui voient l'écart grandissant dans la répartition des richesses comme le problème numéro 1 des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Sécurité renforcée à Tripoli par crainte de nouvelles attaques 2 jours après le double attentat qui a fait 45 morts. Bahi al-Hariri appelle à la tenue d'une journée nationale le 1er septembre. Le régime syrien donne son accord pour que les inspecteurs de l'ONU présents à Damas puissent enquêter sur un éventuel usage d'armes chimiques près de la capitale syrienne. Réunion des chefs d'état-major des grandes puissances occidentales demain sur la Syrie, alors que Barack Obama et David Cameron examinent de possibles réponses à apporter contre le régime syrien. Et puis en Égypte, le procès du guide suprême des frères musulmans et de ses 2 principaux adjoints est ajourné, alors que celui de Hosni Moubarak a repris pour complicité de meurtre de manifestants. Merci de votre attention et pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, retrouvez-nous dès demain 16h40 heure de Beyrouth pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.
أبواب اللهيب أبواب جهنم على البلد.